Bonjour les fans de Raymond Machereau, bienvenue à l'exposition Machereau au Centre culturel de Verviers qui sera visible jusqu'au 27 mars 2024. Je vous avais promis une petite visite virtuelle, donc je vous invite à faire un petit tour avec moi dans l'exposition pour découvrir tout ça. Muni de votre petit dépliant, bravo à Shane du Centre culturel pour son travail. Donc, du coup on commence l'exposition, on a voulu commencer par les débuts, comment il a petit à petit mûri son style graphique. On a rappelé que Machereau était l'un des nombreux dessinateurs verviétois. Ça c'est un article qui date de la fin des années 50. On peut voir qu'il y a d'autres grands dessinateurs verviétois, Roger Leloup, Jacques Martin, les Funken, Noël Bissot, René Haussmann. Donc voilà, nous allons, puisqu'on parle des Funken justement, le Chevalier Blanc. Le Chevalier Blanc, pour ceux qui l'ignorent, c'était le premier projet de Raymond Machereau. Il l'a soumis au moment d'arriver au Lombard. Donc il arrive au Lombard, il a 29 ans. C'est le moment où il rencontre Raymond Leblanc. Il se dit qu'après quelques années en journaliste et surtout en dessinateur de presse, il va tenter l'aventure de la bande dessinée. Et il veut faire quelque chose dans un style réaliste. Donc il propose cette aventure du Chevalier Blanc. Il envoie un scénario, il envoie des dessins à Raymond Leblanc. Il commence à faire les premières planches. Donc ça c'est la planche numéro 2. Il envoie ça au journal Tintin et finalement le journal Tintin préfère lui dire qu'il a encore des progrès à faire. On va l'envoyer au studio du Lombard chez Evany où il va commencer à faire plusieurs rubriques, plusieurs animations. Le scénario du Chevalier Blanc est quant à lui confié à Fred Funken qui lui va faire l'histoire de son côté. Donc il va reprendre plus ou moins la trame générale de Machereau mais il va changer complètement le découpage, il va aller vers quelque chose de radicalement différent dans la mise en image. Machereau insiste quand même dans la veine un peu médiévale, puisqu'il va faire ce récit qui s'appelle L'homme qui tua le diable. Alors ici on a la chance d'avoir un très beau facsimilé. Alors peut-être 2 mots sur comment les facsimilés ont été réunis dans cette exposition. On a quelques originaux, mais c'est pas la majorité de l'exposition. On a beaucoup de facsimilés. On est allé voir les collectionneurs, ils ont fait des très très bons scans de leurs planches. Et l'idée c'est de pouvoir s'approcher, vraiment découvrir toute la variété du travail de Raymond Machereau selon les périodes. Est-ce que tu peux nous dire, Antoine, combien il y a de reproductions dans l'exposition? Il y en a, si on compte les albums, les petits dessins, il y en a presque 150, je pense. On en a plus de 100, c'est sûr. On ne doit pas être très loin des 150, je pense. L'histoire suivante qui s'appelle Les Perles de la Reine. Alors ici, on a tellement poussé Machereau vers un style comique qu'il s'est dit, je vais essayer. Donc il y a cette histoire qui relie les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, Les Perles de la Reine. Et justement, je profite qu'il y ait cette planche des Perles de la Reine pour remercier les musées qui ont scanné de nombreuses planches pour cette exposition. Ici, c'est la Cité internationale de la bande dessinée de l'image à Angoulême, qui a une belle collection Machereau. On va avoir des collections du Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles et également la Bovry à Liège, le musée des Beaux-Arts. Donc voilà, merci à eux, ils ont fourni une belle participation à cette exposition. Et puis petit à petit, on voit que Machereau est assez à l'aise sur des animaux, donc on le pousse à aller du côté du récit animalier. Et il va faire ce premier essai qui s'appelle Mission Chèvrefeuille. Selon la légende, Machereau avait dessiné une petite souris sur une carotte, qui grignotait une carotte, et puis Raymond Leblanc voit ça et il dit « Oh, c'est très intéressant ». Il faut savoir qu'au même moment, il y a le journal de Mickey qui commence à reparaître après 8 ans d'absence. Et donc Hergé aimerait bien faire concurrence à la souris et aux oreilles rondes. Il met Machereau sur le projet. Et il y a quelque chose d'assez amusant, parce que c'est la première planche de Mission Chèvrefeuille. Nous avons dans cette première case, justement, les 3 personnages principaux qui tiennent une énorme carotte. Et le personnage se tourne vers le lecteur et lui fait un petit clin d'œil. Donc il y aurait, je pense, une petite référence à cette anecdote de Raymond Leblanc qui aurait surpris Machereau en train de dessiner cet animal. Pour préparer son passage à l'animalier, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de travail pour essayer de caricaturer un peu les animaux. On a voulu exposer celui-ci ici parce qu'il y a des corbeaux qui sont justement présents dans Mission Chèvrefeuille, là, et on voit que Machereau les dessine de façon presque réaliste avec ses petites pattes, les corbeaux, des petites pattes, les choucas ici.
Là où ici, Machereau est beaucoup plus à l'aise dans son style de dessin, et il va le faire avec des pattes beaucoup plus disneyennes, beaucoup plus rondes. Donc on sent que petit à petit, il arrive à peu près à croquer la nature autour de lui. Puisqu'on parle de croquer, il y a autre chose qui s'apprête à être croqué dans cette image. Nous voici arrivés au Val Tranquille. L'exposition se découpe selon plusieurs sections qui vont découvrir petit à petit l'œuvre de Machereau. Cette première section, c'est donc le Val Tranquille, le pays de chlorophylle qui va se faire envahir par les rats noirs. Donc on commence avec cette première aventure, chlorophylle contre les rats noirs. On a réussi à avoir 2 très beaux scans pour cette histoire qui aura marqué plusieurs générations de lecteurs. Je ne sais pas si toi c'est ton préféré, le chlorophylle contre les rats noirs, si fait partie de... Ça fait partie des baisses, effectivement, et c'est le début, c'est la base de Machereau. Dès le début, l'histoire est très très maîtrisée. On a ce personnage donc d'Anthracite, le fameux rat noir reconnaissable avec son taille coupé. On est en 1954, Machereau fait l'histoire en 1953. Bon, bien sûr, des rats noirs qui envahissent un petit pays qui se laisse surprendre. Bon, c'est difficile de ne pas voir l'invasion allemande de 1939, même si c'est une des choses sur lesquelles Machereau va toujours être un peu évasive. Lui, il va citer d'autres sources, mais bon, la source a l'air assez certaine à ce moment-là. Et qui était un événement qu'il avait marqué, parce qu'il avait dû fuir devant l'invasion allemande. C'est ça. Ouais. Oui. Il était parti en bicyclette, je crois qu'il approchait tout juste de la majorité à ce moment-là, et il est parti avec Maurice Maréchal en France. Et il est resté quelques mois à Toulouse, en France. Et ensuite, il reviendra en Belgique un petit peu plus tard. Et puis, il faut savoir qu'en 1944, il y a la bataille des Ardennes. Donc, il y a des avions qui survolent Verviers, qui bombardent Verviers. Donc, c'est aussi un moment important pour Machereau et qui va, je pense, ressurgir à plusieurs moments. Je pense à Sibylline en danger aussi, où tu as tous ces combats aériens. Oui, et puis les Choucas sont aussi une représentation assez marquante de l'aviation dans l'œuvre de Machereau. Ah, c'est clair. Quelle pétarade, Bitume qui vient bombarder les rats noirs. C'est assez clair, je pense. Et pour moi, c'est aussi un fait marquant de ces premières planches, cette première aventure, c'est cette qualité du mouvement dès les premières planches de Raymond Machereau. Oui, c'est sûr. On le voit très bien ici, là, le chlorophylle qui se fait attraper par la queue. Anthracite, il y a quelque chose d'hyper vivant, quoi. C'est quelqu'un qui avait vraiment un souci de la lisibilité, du trait, de la gestuelle. Et je trouve que ce premier strip aussi est assez intéressant parce que c'est la fin de l'histoire, c'est la grande bataille contre les rats noirs. Et il y a cette idée qu'il faut que la bataille reste lisible, même si on a plein de rats qui se foutent les uns sur les autres. Et il va prendre cette idée qu'on retrouvera ensuite dans les batailles d'Astérix, d'avoir le nuage pour représenter le chaos de façon pourtant très lisible. Donc voilà, ça fait partie des petites astuces qui met en œuvre. Bon, on va avancer parce qu'on va peut-être pas passer toute la visite sur les rats noirs. Les conspirateurs. Alors, un des défis de cette exposition, c'était le format des planches, puisqu'on a voulu imprimer les facsimilés au format des planches. Et on voit bien la différence de format. Là, on a des planches des rats noirs qui sont très grandes. Les conspirateurs sont beaucoup plus aigus. Idem pour le furet astronome. On pense que c'était vraiment important de reproduire ces planches à l'échelle 1 pour comprendre les différences de format, parce qu'on ne dessine pas la même chose sur un petit format. Les conspirateurs est intéressant parce que Machereau, je pense qu'il s'est senti un peu trop aéré à la fin des rats noirs, donc il a voulu mettre en place un système très rigide dans les conspirateurs de 5 bandes. Il va diviser son histoire en 5 bandes, ce qui n'est pas évident parce que du coup il se prive d'une dimension très haute et il va vraiment la respecter durant toute l'histoire des conspirateurs pour avoir ce petit côté comme le fera ensuite Peyo pour les Schtroumpfs, bande dessinée à l'échelle du héros tout en ayant un maximum d'actions représentées en une planche. Condenser un peu l'action. On parlait tout à l'heure de Repentir. Ici, il y a 3 cases inédites dans cette planche des conspirateurs sur lesquelles Machereau avait collé des cases de correction qui sont donc la version album que l'on connaît. Donc ces 3 cases-là, ce sont des découvertes puisque les cases se sont décollées avec le temps.
Et on peut donc découvrir 3 cases alternatives pour cette plante. Ça fait partie des petits plaisirs de découvrir les originaux directement. On va peut-être avancer un petit peu. Donc, on a Pas de Salem pour Célimène qui se passe, lui, dans un décor urbain. Donc là, on change complètement. On n'est plus dans les terriers, on est dans un espace humain très, très grand, très aéré. Donc on a à la fois des passages très serrés et à la fois des passages avec des terrains vagues, etc. où on se retrouve dans des maisons. Donc l'idée, c'est de casser ce système de 5 bandes qu'il avait mis en place dans Les Conspirateurs. Et là, on en a un exemple avec cette grande case finale où on a encore un corbeau, décidément. Il y a des corbeaux partout dans l'œuvre de Machereau qui invite Chlorophylle et Minimum à découvrir le secret de l'enquête. Et alors après, on a une héroïne peu commune chez Machereau. C'est une voiture. Ah oui, alors la voiture, elle est culte. La voiture, c'est une voiture jouet qui tombe d'un camion et qui va servir de véhicule à Chlorophylle et Minimum durant toute l'aventure du Bosquet hanté. Et cette voiture, oui, elle a vraiment marqué les esprits. On verra là-haut, il y a des belles figurines qui ont été faites à partir de ces voitures. Ça a permis à Machereau, c'est assez rare en fait, d'avoir des séquences de course-poursuite. Il y en a finalement très peu dans son œuvre. Il y en a une dans Clifton, mais sinon il y a très peu de course-poursuite. Et on voit qu'il se débrouille bien en fait. Il y a ce côté un peu de décomposer le mouvement avec ce renard on a l'impression qu'il saute un peu au ralenti, qui va se vautrer jusque-là. Et oui, effectivement, c'est toujours cette qualité du mouvement dès le début qui m'impressionne. Je trouve ça extraordinaire. Et alors Antoine, juste à côté, parle-nous un petit peu de ce travail extraordinaire que vous avez fait pour illustrer l'exposition, pas uniquement avec des originaux, mais aussi ces petites silhouettes de nos héros préférés. Alors, il a fallu... c'était un choix, en fait, de ne pas avoir juste des planches, parce que c'était un peu... Ça peut faire peur d'avoir juste des facsimilés, et l'idée c'était que l'univers de Machereau reste très accessible, que l'exposition puisse être vue par des enfants, par des grands-enfants. Et donc l'idée c'était d'avoir une multitude de silhouettes. Donc au début on en avait une dizaine, puis petit à petit on s'est un peu laissé emballer. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'exposition, qui ont un peu chacun découpé des petites choses, mais notamment je remercie ma copine Jeanne parce que c'est elle qui a fait la grosse majorité des découpages. Ça permet de faire un habillage autour de cette exposition qui est assez génial. Je vais essayer de vous montrer ça en ralenti. Mais effectivement, c'est extraordinaire parce qu'il y a un petit peu partout. Et puis il y en a qui sont cachés. Nos héros préférés sont nus logés. Et finalement, c'est tout l'univers de Machereau qui est présent dans le centre culturel de Verviers. Et puis là on change de section, on passe du côté de Coq-Fredouille, on est en 1957. Machereau a envie de changer un petit peu de décor et il a envie de changer la formule. Donc Chlorophylle et Minimum sont naufragés sur l'île de Coq-Fredouille et ils découvrent alors une société où les animaux ont évolué comme des hommes. Ils ont une police, des banquiers, des moyens de transport, ils s'habillent et ils ont des règles strictes avec un roi. Notamment qui les empêche de se dévorer entre eux, puisqu'il n'y a pas de prédateurs à Coq-Fredouille. Donc le Chlorophylle et Minimum arrivent sur cette île. Ils ne sont pas les seuls à arriver sur cette île, puisqu'on retrouve notre méchant rat noir anthracite. C'est extraordinaire mise en page là, sur la première bande. Oui, elle est assez fantastique. Surtout qu'il y a tout un teasing. Anthracite est mort en fait à ce moment-là dans l'univers de Machereau. Il meurt à la fin des Conspirateurs. Donc l'idée c'est de faire croire au lecteur jusqu'au bout que ça pourrait ne pas être lui. Donc il est vu en silhouette durant toutes les planches. Il y a des petits indices. Par exemple quand Chlorophylle et Minimum vont à l'immigration, on leur dit il y a un rat qui est venu il y a 6 mois. Cette fois-ci plus de doute. Le voilà. C'est bien Anthracite. Il est de retour et il passe de rat cruel à véritable arriviste politique qui va complètement exploiter les lacunes de la société de Coq-Fredouille pour essayer de la mettre à mal à chaque épisode. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir petit à petit. C'est des épisodes qui deviennent beaucoup plus corrosifs, on va dire, beaucoup plus méchants, beaucoup plus cruels dans ce qu'ils racontent, beaucoup plus satiriques. Notamment dans cette planche-là, on se moque de la police avec un commissaire Bouclette
qui est un peu qualifié par sa bêtise. L'idée, c'est un petit peu de se moquer de plusieurs types d'institutions, d'autorités, au point que cet album, Les Croquillards, va être interdit de publication pendant 20 ans. Pendant 20 ans, l'album reste inédit, il est publié dans le journal Tintin, mais cet album et le suivant, Zizanion le Terrible, sont 2 albums qui vont rester inédits parce que jugés trop politiques, trop anarchistes. Ouais, le mot utilisé à l'époque, c'est anarchiste, qui viendrait dynamiter le jeune lectorat de Tintin. Donc voilà, ce qui n'empêche pas Machereau de poursuivre les aventures à Coquefredouille, qui ne sont pas du tout adoucies, puisque la suivante, La Revanche d'Anthracite et Chloro Jouet Gagne, qui forme un diptyque, va traiter lui de la bombe atomique. Machereau avait une phobie, une vraie angoisse autour de la menace nucléaire, et il faut savoir que il y a les bombes à hydrogène qui sont développées tout au long des années 50, et il y a la plus grosse bombe de l'histoire, la Tsar Bomba, qui explose en URSS pendant la publication de Chloro Jouet Gagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui obsède une poignée de dessinateurs à cette époque-là. Bon, je pense à Franquin, Edgar Pierre Jacob aussi, qui fait dans Le Piège diabolique toute une séquence dans un futur dévasté par l'arme nucléaire. Donc ici, pas d'explosion, mais on a le personnage d'Anthracite qui récupère la bombe et qui donc fait chanter le gouvernement en place. Alors cette planche, c'est aussi l'occasion, Antoine, de retrouver ce qui a marqué Machereau pendant la guerre avec ses casques ses chiens de fer. Oui, les chiens de fer. Je pense qu'il a dû se faire embêter avec ces chiens de fer parce que on reverra une autre planche de Chloro Jouet Gagne en haut. Ça sonne quand même fort l'occupation. Hein. Oui. Il y a un couvre-feu. De toutes les façons, Machereau va être hanté par le souvenir de la guerre et également pour son côté pittoresque. On pense aussi à Otto Kartoffel, cette figure d'espionnage allemande, qui est aussi une sorte de personnage un peu grotesque et qui intéresse Machereau pour son côté un peu pittoresque. Puis la guerre est là aussi dans Chloro à la rescousse, la dernière aventure de chlorophylle par Machereau. Dernière, puisqu'en fait il décide de quitter le journal Tintin. Alors à cause de cette histoire d'albums non publiés, mais aussi parce que il voit certains de ses confrères, notamment André Franquin, avec qui il était très ami, passer d'un journal à l'autre, et il se dit peut-être que j'aurai ma place à Spirou, au journal Spirou. Et Antoine, dis-nous un petit mot de ce qui arrive à nos héros. Ils n'ont plus la même allure que dans les premiers Chloro. C'est vrai, il y a tout un travail de redesign. Ce serait un peu exagéré de dire que Machereau revoit son univers graphique à chaque nouvel album, mais il y a un peu cette idée-là de toujours être dans le vent, dans la mode, de toujours essayer de revoir un peu son style. Et au début des années 60, c'est l'explosion d'un style beaucoup plus géométrique, c'est l'avènement du dessin animé, les dessins animés d'Hanna-Barbera par exemple, et donc du coup on sait que Machereau adapte un petit peu son style par rapport à ça. Alors il y a il y a eu plusieurs débats autour du fait est-ce que Machereau a adapté son style pour les dessins animés Belle Vision aussi qui ont été faits à la même époque. Mais c'est une voiture minimum. Youpi! C'est possible, mais dans quel cas il y a une sorte de recherche de toute façon d'un style beaucoup plus incisif, beaucoup plus géométrique, et il y est toujours aussi excellent. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à voir sur Coquefredouille ou est-ce qu'on Je pense qu'on peut changer d'univers. On peut changer d'île. Bon, on change d'île, mais le climat est un peu toujours le même puisqu'on passe du côté de Spirou avec le personnage de Chaminou et cette unique aventure Chaminou et le Crompire. Unique mais mythique. Ah bah oui, je pense que c'est mon album préféré. C'est avec celui-ci moi que j'ai découvert Raymond Machereau. C'est avec quoi t'as découvert Raymond Machereau, toi? Moi c'était avec Chloro. Chlorophylle? Oui. Un bêtement dans l'ordre, tu vois, le premier Chloro. Par les rats noirs, non? Exactement. Ok. Mais Chaminou, c'était une révélation, effectivement. Ça a été le fruit d'un long travail. Durant l'année 63, Machereau quitte donc le journal Tintin pour arriver chez Spirou. Et il va plancher,
On a des tas de repentirs, des tas de dossiers de préparation sur Chaminou. Et on a ce personnage qui est annoncé en grande pompe par tous les dessinateurs, Maurice, Franquin, Roba. Et au sein même de l'histoire, c'est-à-dire que la première planche de Chaminou, on ne commence pas directement dans une intrigue, etc. On a le personnage qui vient casser le 4e mur et qui se présente lui-même au personnage, au lecteur du journal Spirou. Alors, en plus, on imagine que le personnage de Chaminou est un petit peu une projection de Machereau à ce moment-là. Donc Machereau s'amuse un petit peu en faisant rater son entrée dans Spirou. Le personnage arrive en chaussons, puis ensuite il se fait voler la vedette par Zonzon, sa charmante secrétaire. Il y a quelque chose sur lequel on n'a pas tellement insisté aussi, c'est parmi les sources de Machereau, il y a la littérature populaire. Machereau est un grand lecteur de Leroux, de L'île au trésor, qui est son roman favori. Et puis il a toujours eu un peu cette idée de parodier les romans contemporains. Pas de Salami pour Célimène est une parodie de polar. Il y a Pas d'orchidée pour Miss Blandiche, je crois, le polar qui est parodié. Et ici, on est en 64, c'est la Bond Mania, et donc il y a toute une volonté de parodier les romans d'espionnage avec leurs héros très chics, très bien habillés, avec leurs belles secrétaires, et puis les méchants avec leurs bases souterraines, avec des requins, etc. Donc il y a toute une volonté de tourner en dérision cet aspect-là, et je pense que c'est ce qui a fait que Chaminou est finalement un personnage un peu passif dans son histoire. Hein. Les repreneurs ont réussi à lui donner un certain caractère, mais dans l'aventure Chaminou et le Compire, Chaminou finalement, il subit beaucoup plus l'histoire qu'il n'y prend part. Et alors, pendant que tu nous parles, et que tu essaies de nous résumer tout ton savoir sur Machereau, moi j'ai l'œil sur ces petits encarts que tu as préparés. Oui. Et donc je veux dire à ceux qui regardent ce film que c'est un travail assez extraordinaire que tu as fait. Chaque planche est commentée, et les quelques anecdotes qu'Antoine vous restitue ici ne sont qu'un aperçu et un extrait de tout ce travail de commentaires qui a été fait sur l'ensemble des planches de l'exposition. Félicitations pour ça aussi, Antoine. En fait, c'était l'idée, comme on n'a pas d'originaux, ou très peu, on va aller les voir ensuite, l'idée c'était d'avoir quand même une plus-value à l'exposition. Moi j'avais repéré des choses avec le temps, comme on en a beaucoup parlé sur le groupe. Puis ça a été l'occasion aussi de refaire des recherches. Moi je me suis fait une grande chronologie avec année après année ce qui se passe dans l'univers de Machereau. Donc voilà, ça a été l'occasion de faire un petit peu, d'intégrer aussi les nouvelles découvertes, parce qu'on a eu un mémoire très bon qui a été fait sur Machereau. Je rends aussi à César Laura Bawin qui a fait un très grand travail sur Machereau, donc j'ai intégré quelques-unes de ces découvertes dans mes textes. Je vais voir pour essayer de proposer quand même mes textes sur le groupe, qu'ils puissent être lus. Commentés. Voilà, qu'on puisse un peu les lire. Alors Chaminou, c'est la deuxième déception de Machereau malgré tout. On va passer à Sébine après. Oui, il y a eu beaucoup de déceptions dans Bon, Chaminou est très mal accueilli. Chaminou est très mal vu par les collègues, par les personnes qui sont en place chez Dupuis. Donc Machereau sent qu'il n'est pas si libre que ça au journal Spirou. Et il va y avoir une grande période de remise en cause à l'issue de Chaminou. Alors Charles Dupuis, lui, il a tellement confiance en Machereau qu'il lui dit « tu peux faire un deuxième Chaminou si tu veux ». Mais Machereau se sent pas très à l'aise, il va y repenser plusieurs fois il va se dire « ah oui, je pourrais reprendre Chaminou ». Des petits indices qui fait qu'à certains moments il a peut-être envie de s'y remettre, mais finalement il va laisser le personnage à côté, se doutant bien que avec un premier épisode qui est un peu mordant, un peu humour noir, de toutes les façons la suite aurait dû être plus importante et encore plus noire que le premier épisode. Donc, c'était ce qu'il voulait, il en a parlé un petit peu. Oui, il en a parlé dans l'interview des cahiers de la bande dessinée. Il dit qu'on aurait dû aller beaucoup plus directement dans cette histoire d'animaux qui se mangent entre eux, ce qui reste relativement hors champ, complètement hors champ dans la première histoire. Là, il aurait voulu y aller un petit peu plus directement. Donc, Charles Dupuis lui dit tu pourrais pas faire quelque chose pour le jeune lectorat. Il va inventer Sibylline, mais ça on le verra plutôt au-dessus, puisque avant on fait un petit détour, c'est là qu'on fait une petite entorse dans la chronologie. On a voulu faire une section sur De retour chez les hommes, qui va donc voir les liens des œuvres de Machereau avec l'univers des humains. Frères scouts, le soleil dort les tentes, ses rayons sur les ondes miroitantes font jaillir
dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Bon, alors il y a deux cas de figure dans l'incursion chez les hommes, chez Machereau. Il y a les cas de petites souris qui s'introduisent dans des maisons humaines, auquel cas bon, il y a la difficulté de gérer la différence d'échelle, c'est ce qu'on va voir avec cette très belle planche du Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles de Pat Salami pour Célimène. Et puis il y a le cas de figure de héros humain, ce qu'on verra un petit peu plus tard. On peut parler un petit peu du personnage de Pantoufle, qui a quand même une vie un petit peu étrange. Pantoufle, qui est d'abord un personnage secondaire de Pat Salami pour Célimène, qui sera ensuite le grand méchant de la première histoire de Sibylline. Au début, on suit Pantoufle qui s'aventure dans la neige de Saint-Florentin et qui essaye de se trouver un foyer. Et puis finalement, le personnage va être remisé après deux histoires avec Sibylline. Sibylline change de décor et Pantoufle quitte les aventures de Sibylline. Et Machereau va chercher un certain René Goscinny pour essayer d'animer le personnage. On va avoir un épisode de 20 planches et puis plus rien pendant 10 ans avant que Stéphane Desberg vienne ressusciter encore une fois le personnage pour des histoires courtes. Cette fois-ci, on a 3 ou 4 histoires courtes de Pantoufle encore réalisées à la fin des années 70, au début des années 80. Non, les chats ont vraiment plusieurs vies. Ah bah alors c'est le cas de Pantoufle, oui. Mais quand on parlait de déception, tu vois, par exemple, le personnage de Pantoufle, je pense que ça fait partie des déceptions de Machereau, parce que c'est un personnage qui aurait pu avoir sa vraie série, qui avait vraiment ce côté très lâche du méchant, quoi, qui peut être très cruel vis-à-vis des souris, mais qui en même temps, il est contraint de survivre dans un univers où il n'est pas toujours le bienvenu. Donc je pense que cet aspect-là intéressait beaucoup Machereau, et c'est quelque chose qu'il n'a pas tellement pu développer avec Pantoufle. Moi, je trouve qu'il y a un peu d'anathème dans Pantoufle, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai, mais je pense que c'est dû à Spirou aussi. Les méchants de Machereau chez Spirou sont ont beaucoup plus de rédemption possible. Ils sont plus lâches que méchants. Ils sont plus lâches que méchants et ils sont toujours un peu justifiés par le contexte. Un peu. Il y a toujours une bonne excuse qui fait que nos méchants arrivent à faire ce qu'ils font. Bon, il y a quelques exceptions, on les verra, mais c'est vrai que les premiers méchants de Sibylline sont assez dans cette veine-là. Bon, puis on est obligé de dire un mot de Mirliton, puisque c'est le lancement d'un scénariste assez connu qui s'appelle Raoul Cauvin, qui sera le scénariste de Cédric, des Tuniques Bleues, enfin qui va scénariser 80% du journal Spirou dans les années 80-90. Et Machereau a fait avec lui, alors j'ai mis combien il en a fait, 36 épisodes de Mirliton, donc ça représente énormément de planches. Malheureusement, ça arrive au début des années 70, donc ça correspond à la dépression de Machereau. Donc on a toujours un peu mis au second plan Mirliton comme une série moins intéressante, même si c'est les débuts de Raoul Cauvin. Bon, ce que j'ai voulu montrer avec cette planche, c'est que non, il y a des choses intéressantes dans Mirliton. Tout n'est pas égal, mais il y a quand même quelques trouvailles, notamment sur ces jeux d'échelle, puisque Mirliton, il y a 3 échelles. Il y a l'échelle du chat, l'échelle des petites souris, et l'échelle de la maîtresse de Mirliton. Donc je trouve que cette planche-là réussit bien, par exemple, cet aspect. Alors on arrive maintenant du côté des héros humains de Raymond Machereau, puisque à 2 reprises Machereau a voulu faire des séries avec des humains. La plus célèbre d'entre elles, c'est Clifton, le colonel Clifton. Donc il imagine ce personnage anglais, moustachu, inspiré de ses lectures de romans policiers. Il y a quelque chose d'un peu de Sherlock Holmes, de Hercule Poirot dans le personnage de Clifton. C'est un colonel à la retraite, le chef scout, le fameux héron mélomane. Clifton a plein de petites caractéristiques. Il collectionne les bacs de cigares, il aime beaucoup les chats, c'est pour ça qu'on a des chats un petit peu partout. Donc voilà, Clifton va vivre 3 aventures extrêmement différentes les unes des autres. On a fait la part belle ici à Clifton à New York, puisque Machereau avait une sorte de fascination pour la culture américaine, que ce soit en dessin, que ce soit en architecture, que ce soit en dessin animé, en film. Il a beaucoup consommé de cinéma américain. Et donc il envoie ses personnages en 1960 à New York. Donc au moment où il fait Clifton à New York, il n'a pas encore visité les États-Unis. C'est pourquoi c'est aussi impressionnant, c'est qu'il arrive à restituer par ses lectures, par les films qu'il a vus, le paysage typique new-yorkais. Et il se rendra un peu plus tard à New York. Et enfin, la dernière aventure de Clifton, qui est Clifton et les espions, qui est beaucoup plus une intrigue d'espionnage,
Donc c'est comment on peut encore moderniser le personnage dans une intrigue beaucoup plus moderne, beaucoup plus guerre froide. On sent qu'il y a quelque chose d'assez spécial dans cette histoire, on ne sait jamais trop à qui se fier. Il y a des histoires il y a des personnages qui sont hypnotisés, donc c'est encore une autre façon d'envisager l'univers. Il va travailler graphiquement un petit peu différemment, là où Clifton à New York, on va beaucoup suivre le méchant, on va être beaucoup dans des environnements urbains. Là on est dans des environnements très resserrés, on est beaucoup en huis clos. Donc il va encore à nouveau changer de peau pour cette troisième aventure. Il avait envisagé une quatrième aventure de Clifton et les esprits, qui n'aura pas cours et qui va être recyclé pour Isabelle. Mais ça, on verra ça un petit peu plus haut. L'idée, c'était d'avoir plusieurs silhouettes de personnages dans toute l'exposition. Et bon, Clifton, c'était un peu compliqué, on n'allait pas l'imprimer à cette échelle-là, ça aurait été un petit peu dommage. Donc je remercie le centre culturel qui ont réussi à nous financer cette belle silhouette de Clifton. Qui est presque aussi grand que toi. Bon, on a triché un peu, il touche pas le sol. Il touche pas le sol, mais voilà, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Et alors Antoine, il n'y a pas de planche du premier album de Clifton? Ben oui, mais on les trouve pas. C'est un vrai mystère, les enquêtes du colonel Clifton, qui sera renommé un peu plus tard les voleurs du corps Indoor. Cette première aventure de Clifton, tout simplement, je ne sais pas où sont les planches. On a essayé de les trouver. Ça fait pas partie uniquement de nos lacunes, parce qu'on a quelques lacunes dans l'exposition. Ça fait partie d'un vrai mystère. Jamais en enchère, jamais dans des expositions, au grand jamais, on ne voit de planches des enquêtes du colonel Clifton. Où sont les planches de cet album? Moi, j'aime à penser qu'elles sont toutes réunies quelque part dans le tiroir d'un grand ami de Machereau, mais lequel? En tout cas, c'est une vraie enquête, je ne sais pas si elle vient du colonel Clifton, mais peut-être de nos amis fans de Machereau. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager. Oui, on aimerait bien percer un petit peu le mystère, même si le mystère est attrayant et c'est bien qu'il soit conservé parfois. Bon, et puis notre dernier héros humain, le Père Laoul, qui est un héros que Machereau invente en 1956 au sortir du Bosquet hanté. Il imagine un vieux marin, un nonagénaire, qui va vivre des aventures autour du globe, qui va être un marin. C'est lié à son passé dans la marine, puisque Machereau, à l'issue de la bataille des Ardennes, s'engage en février 1945 dans la marine. Belge? Anglaise, bien sûr, puisque les Anglais engagent à l'époque les Belges pour les combats. Même si Machereau ne va pas beaucoup combattre, il ne va même pas beaucoup quitter l'Angleterre. Et donc, je pense que ça, plus le souvenir de certaines lectures, notamment Tintin, c'est un peu un capitaine Haddock vieilli, le Père Laoul, même s'il est très jovial, très bondissant, on va dire. Puis effectivement, tu mentionnes Tintin, mais il y a quelque chose des cigares du pharaon ou du trésor de Rackham le Rouge, ce requin. C'est clair, le trésor de Rackham le Rouge, je pense que c'est une inspiration claire, puisque en plus le Père Laoul va visiter une épave un peu plus loin dans l'histoire. Donc de toutes les façons, il y a beaucoup de réminiscences de Tintin chez Machereau, puisque Machereau aimait beaucoup les premiers Tintins en noir et blanc. Lui, c'était un puriste, il ne voulait pas entendre parler de la couleur chez Tintin. D'ailleurs, il va être un peu ami avec Hergé, ce sera très professionnel, mais il va plusieurs fois dîner chez lui, ils vont beaucoup parler peinture ensemble. Et puis, on a une petite anecdote, c'est que Hergé lui offre quand même la couverture de Tintin au Congo. Et pendant très longtemps, la couverture de Tintin au Congo était dans la collection de Raymond Machereau. Alors Antoine, dans cette vitrine, quelques-uns des originaux de l'exposition et puis des belles surprises et de jolis trésors. De belles surprises à commencer pour nous, parce que jusqu'à très tard, la question de la présence des originaux dans l'exposition n'était pas du tout acquise. Donc voilà, on est très ravis d'avoir 4 très très belles pièces originales de Raymond Machereau. Ici, nous avons un dessin inédit de l'Hibiscus écarlate, ce projet pour Chaminou que Machereau avait proposé à Charles Dupuis. On y voit le personnage, le méchant Crumchblot, aller dans les bayous, traverser un paysage avec des crocodiles. Donc voilà, c'est très émouvant de découvrir en vrai cette peinture. En dessous, nous avons des personnages fétiches de Raymond Machereau, puisque nous avons son fameux anthracite, avec la fameuse bombe qu'il a dérobée et avec laquelle il va faire chanter le gouvernement de Mitron. Donc voilà, qui est un dessin qui rend bien la cruauté du personnage, je trouve. En dessous, nous avons un dessin inédit de Sibylline. Mais moi, je rêve d'un prince charmant, grand et fort qui saura me protéger.
Bon, une sibylline mise en couleur, une sibylline qui est encore à ses débuts, hein. On voit que le dessin est signé RM64, donc c'est une des toutes premières sibyllines avant même la publication du premier épisode. Et puis en dessous, nous avons un dessin de sa période réaliste, qui permet encore à quel point de mesurer le travail de Machereau en jeu d'ombre, et notamment dans son travail du lavis, est assez extraordinaire. Voilà, c'est une illustration pour un conte de Marc Chavelier, Les vacances de Yac. Voilà. Alors pour la suite de l'exposition, Oui, on va grimper. allons, tout suit. Mais on a une petite surprise dans les escaliers, puisque nous avons ici une section consacrée aux couvertures de Raymond Machereau. Bon, toute personne qui se dit un minimum fan de Machereau a en tête ses multiples couvertures. Donc il y a les couvertures de ses albums, il y a les couvertures du journal Tintin, du journal Spirou. Donc au total, ça fait quand même 111 couvertures. Donc il en a dessiné quand même. Alors ici, on n'a pas les 111, mais on a quand même essayé d'en réunir un maximum pour avoir un peu un aperçu de ce qu'il a fait. Tout ça est trié dans l'ordre strictement chronologique. J'y ai mis un point d'honneur. Et puis, on a quand même réussi à avoir quelques facsimilés de quelques-unes de ses plus belles couvertures. Ici, on en a une pour Klaxon. C'est un personnage très éphémère qui va animer dans le journal Tintin. C'était amusant parce qu'il disait de notre dessin animé Klaxon, le dessin animé en Tintin color, ce qui était une appellation complètement mensongère. Il s'agissait de plus ou moins d'une bonne bande dessinée, pas du tout d'un dessin animé. Je profite de cette section sur les couvertures pour un autre petit merci pour Attila Juas, notre administrateur qui restaure les couvertures de Machereau. J'ai essayé de faire un petit mix des deux, mais parfois j'étais très content de pouvoir proposer ces restaurations. Je les trouve fidèles. Ça paraît extraordinaire. Ouais, bravo à toi, Attila, franchement. Super, et t'es crédité dans l'exposition, donc voilà, je t'ai pas oublié. Alors on te suit. On remonte le temps, allez, 56, 57, 58, 60. Alors, bon, on a fait une sélection pour les couvertures Tintin, mais on a essayé d'avoir un maximum de couvertures d'albums, puisqu'elles sont un peu iconiques. Alors, il manque quand même une couverture d'album, c'est une des lacunes de ma collection, c'est la raison pour laquelle... Mais bon, j'ai décidé d'en faire un petit jeu. Est-ce que vous saurez dénicher la couverture de Machereau qui manque dans toute cette section? La très belle couverture de Sibylline et la betterave qui nous vient du Centre belge de la bande dessinée. Bon, c'est un plaisir de découvrir une couverture de Sibylline parce que finalement il y a très peu d'originaux de couvertures d'albums qu'on connaît, enfin que moi je connais personnellement. Bon, je ne sais pas ce que ça rend au montage, mais moi j'ai l'impression que ça fait 6 fois que je monte ces escaliers. Bon, nous voici du coup, ça y est, on est passé du côté du journal Spirou. Une très belle couverture des cravates noires. Ouais. Alors vous voyez, c'est intéressant, j'ai mis le Spirou à côté. On voit que c'était des dessins qui étaient réduits pour avoir le bandeau à côté avec le dessin de Franquin qui commente la couverture. Une des compositions classiques chez Machereau, c'est d'avoir un personnage héros au premier plan et un antagoniste au second plan, ou l'inverse. Donc ça, c'est une de ces compositions assez classiques. On la retrouve par exemple dans Elixir est Maléfique, que ce soit la couverture de Spirou, mais également la couverture de l'album, où on a un méchant au premier plan et les gentils au second plan, qui permet de créer comme ça une profondeur assez dynamique entre les deux plans. Nous allons encore parler de quelques couvertures qui se trouvent derrière nous, puisqu'on a de très belles choses ici de ce côté-là. On a par exemple cette très belle couverture de Spirou, que j'appelle un peu simplement Taritara. On a ici le facsimilé de l'original et à côté nous avons la mise en couleur. C'était quelque chose qu'il faisait sur calque et qui proposait au studio Leonardo. On va voir un petit peu plus loin comment Machereau travaille ses couleurs. Mais voilà, on peut voir ici ce travail ainsi que le résultat final qu'on a reproduit juste ici. Très intéressant aussi cette couverture de Mirliton. Au début des années 80, Machereau, Spirou, va éditer dans une collection qui s'appelle Les meilleurs récits du journal de Spirou 12 histoires de Mirliton, et donc il demande à Machereau de réaliser un dessin pour la couverture. Nous avons donc ici la maquette avec les couleurs, les indications de Raymond Machereau, notamment sur la mise en couleur.
Et ensuite le projet définitif qui est très proche de la maquette mais qui est légèrement différent. On peut peut-être dire un mot aussi sur le remixage des versions de Chlorophylle. Les albums de Chlorophylle, Croquillard, Zizagnon ne sont pas restés éternellement inédits. Et à la fin des années 70, le Lombard décide de les réintégrer dans la collection officielle et demande donc à Machereau de réaliser de nouvelles couvertures pour l'occasion pour la série verte. Donc Machereau doit réadapter ses couvertures en format carré. Donc il va y avoir plusieurs couvertures qui vont être faites pour l'occasion, notamment Chloro à la rescousse, et surtout Zizagnon le terrible et les Croquillards qui n'avaient pas eu de couverture jusqu'à présent. Voilà, là on a par exemple un projet inédit pour Zizagnon le terrible. Moi j'aime bien cette couverture. Moi aussi. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Alors nous voilà arrivés à l'étage. Qu'est-ce qui se passe ici, Antoine? Bon, il y a la pièce maîtresse de cette section, c'est la table à dessin de Raymond Machereau. C'est pas la vraie, mais on l'a voulu la plus fidèle possible. Une porte sur des tréteaux, c'était comme ça que Machereau travaillait dans son atelier à Polleur. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez fidèle, avec ses inspirations, puisque par exemple on a des estampes japonaises qui étaient dans son atelier et qui sont reproduites ici. On a essayé de reproduire son matériel, on a essayé de reproduire également des dessins qui pouvaient traîner sur son bureau. La particularité de cette exposition, c'est que la plupart des pièces sont plastifiées et donc manipulables par les visiteurs. Ici, nous avons de très beaux croquis, de très beaux crayonnés pour la revanche d'Anthracite, qu'on peut admirer. Et surtout, nous sommes très fiers d'avoir en intégralité toutes les planches du dossier de présentation pour Clifton. Ça, c'est un beau trésor. Ouais. Le colonel Cricket, c'est qui le colonel Cricket, on ne le connaît pas. Donc voilà, le projet qui a été soumis aux éditions du Lombard pour réaliser le personnage de Clifton, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Clifton. Donc on a des dessins en couleur, on a des crayonnés, des études par exemple sur son parapluie carabine. Voilà, donc des indications. Beaucoup d'action, il doit y avoir beaucoup d'action, pas d'humour noir. Donc voilà, il y a de belles choses à découvrir, venez découvrir les secrets du personnage de Clifton. Parmi les secrets également à découvrir, on peut parler des sous-mains, puisque les sous-mains, ce sont des grandes feuilles de papier qui se trouvaient sur le bureau de Raymond Machereau, et sur laquelle, il dessinait un petit peu, griffonnait dès qu'il avait quelques idées. Et donc ces ensembles de dessins permettent de cristalliser une période particulière. Ici on serait autour de 74. On reconnaît donc Mirliton, on reconnaît Sibylline, on reconnaît quelques éléments de Sibylline s'envole. Et puis on reconnaît déjà des personnages qu'il va faire un petit peu plus tard, notamment Elixir le Maléfique. Alors je crois qu'il est plutôt sur l'autre dos. Donc c'est assez surprenant que dès 74, il pense à ce personnage de Elixir, enfin on le reconnaît vraiment bien, alors qu'en réalité il fera l'histoire après le diptyque Sibylline s'envole et les cravates noires, donc en 1976, l'histoire sera publiée en 77. Et Antoine, tu nous as parlé de deux héros humains, alors qui est ce troisième personnage qu'on ne connaît pas? Alors, ce troisième personnage qu'on ne connaît pas, et on sait finalement très peu de choses sur lui, c'est Kurt von Butagaz. Donc, c'était un aviateur de la Première Guerre mondiale, dont les aventures devaient paraître dans Le Trombone illustré, le fameux journal clandestin que Yvan Delporte et André Franquin ont réussi à imposer en 1977. Ils avaient proposé à Machereau de participer. Il avait fait une bande dessinée sur la Première Guerre mondiale, donc les aventures comiques de Kurt von Butagaz. Alors, on ne sait pas tellement la raison qui a fait que Machereau a abandonné ce projet. On sait qu'il y a beaucoup de planches quand même qui ont été réalisées, puisque celle-ci c'est la 12B, c'est le crayonné de la 12B, donc on sait qu'il a fait au moins une douzaine de planches. Je pense que les épisodes devaient paraître un peu comme le 6e jour de Robin, sous format de 2 planches par numéro du Trombone illustré. Voilà, donc c'est une vraie énigme. Si jamais il y a des fans de Machereau qui ont des planches de Kurt von Butagaz, il faut nous contacter immédiatement pour qu'on puisse un peu reconstituer l'histoire autour de ce personnage qui est très méconnu. Et surtout, il y a beaucoup de dessins qui restent aussi. Donc voilà, on a très envie d'en savoir plus, on a très envie de lire les planches qui ont été faites.
Et voilà, Machereau n'a probablement pas fini aussi tout ça pour des raisons de doute. Est-ce que vraiment on peut parler de bande dessinée de façon comique, surtout dans un journal comme Spirou? Bon, rien n'est moins sûr. Ça fait partie des nombreux doutes qui ont un peu eu raison de certains projets créatifs chez Machereau. Bon, puisqu'on parle de projets un petit peu tendancieux, nous avons ici reproduit, assez haut pour que les petits-enfants ne puissent pas y avoir accès, le portfolio Zara, qui est le portfolio qu'il a réalisé en 1948 alors qu'il travaillait pour le journal satirique Pan, et pour lequel il a réalisé plusieurs illustrations assez mordantes. Alors il y en a certaines qui sont très dessins de presse humoristiques, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus morbides, comme ce petit personnage qui regarde son petit cercueil déjà prévu pour sa taille. Bon, des scènes érotiques qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir chez Machereau, des choses plus comiques, plus absurdes, et surtout un trait dans lequel on a parfois du mal à reconnaître Machereau, ce côté très mordant, ces personnages au long nez qui feront un peu sa marque de fabrique quand il sera dans le journal Pan. Donc voilà, c'est une belle merveille à découvrir, vous pouvez le feuilleter, on l'a entièrement plastifié. Et voilà, il y a des belles choses à découvrir. Il n'est pas à l'endroit ici, c'est pas grave. Oups. Alors Antoine, dans cette exposition, il y a pas mal de petits trésors. Ah oui. Et là, c'est la section qui en regroupe un certain nombre autour des inédits. C'est ça, puisque en fait, ce sont toutes les planches qui n'ont pas été publiées de Raymond Machereau, puisque Machereau avait pour habitude de faire plein de versions différentes de ses histoires. Il se lançait sans scénario la plupart du temps dans ses histoires, donc il y a beaucoup de chutes, beaucoup d'éléments qui n'ont pas été publiés, qui diffèrent de la version que l'on connaît en album. Donc l'idée c'était d'en rassembler un certain nombre et de comprendre un peu son processus créatif à partir des pistes abandonnées. Alors on inaugure cette section avec des strips qu'il avait réalisés avant de rentrer au journal Tintin. Donc on a déjà ici une héroïne. Ça aurait pu être assez moderne d'avoir une héroïne dès le début des années 50 en bande dessinée. On a en dessous une première version du Père Laoul qui est à moitié perdue, à moitié retrouvée, puisque les collectionneurs se sont mobilisés pour essayer de reconstituer l'histoire. On aurait une vingtaine de strips et on en connaît aujourd'hui presque une dizaine. Donc voilà, c'est dans le premier style très proche de ce qu'on peut voir avec son portfolio Zara. Et le travail sur le Père Laoul, on peut le retrouver sur la page. Oui, il y a tout un travail qui a été fait, recolorisé en version noir et blanc. Les membres ont du talent, ils ont fait un super boulot autour du personnage du Père Laoul. Là, on arrive vers des inédits un peu plus au cœur de l'œuvre de Machereau, puisqu'on a un inédit pour Chaminou. Bon, je pense que Chaminou, c'est l'histoire pour laquelle on a le plus d'inédits. Ça, c'est un inédit qui se trouve au milieu de l'histoire. C'est intéressant de le voir en même temps que la planche du bas, puisque la planche du bas, c'est une autre version du dévoilement du plan de Krumsblot, le grand méchant de Chaminou et le Compire. En fait, Machereau avait prévu à l'origine que Krumsblot dévoile tout son plan au léopard Grinchon alors qu'il est en train de descendre dans les souterrains. Puis il s'est dit c'est peut-être une séquence un peu verbeuse, alors qu'on est en train de découvrir un nouveau décor. Donc il a retardé la révélation dans l'album final. Donc voilà, il a un peu revu sa copie. Mais je pense qu'il n'a jamais autant revu sa copie qu'avec ce récit, Sibylline. Je pense que toi tu seras particulièrement bien placé parce que c'est quelque chose que tu as assez étudié. Le personnage donc de Sibylline a eu une première version de son aventure, et c'est ça qui est assez cocasse, sans Sibylline. Et là on peut le voir, notamment cette scène de discussion entre cette souris et Pantoufle. Cette souris n'est pas du tout Sibylline, alors que dans la version finale, ce sera bel et bien notre célèbre héroïne qui sera là en train de tenir tête au chat. Je pense que tout simplement, Machereau a changé de personnage principal à la fin de son histoire. Il s'est dit que ça marcherait mieux avec un couple de souris, et pourquoi pas donc avoir cette fois-ci l'héroïne qui cherche son mari plutôt que l'inverse. Et donc il a repris un personnage qu'il avait griffonné sur plusieurs feuilles, et puis il a décidé de redessiner presque intégralement la première histoire pour y intégrer Sibylline à la place du premier personnage qu'il avait imaginé.
Donc il y a beaucoup de planches qui vont être découpées, collées, etc. Et il y en a d'autres qui vont passer à l'as comme celle-ci parce que elles sont devenues complètement incohérentes avec l'histoire qui était, avec la nouvelle histoire qu'envisageait Machereau. J'aime beaucoup cet inédit parce que toi aussi, hein, c'est un inédit de Sibylline en danger. Et en fait, il est très intéressant parce que on a donc une première demi-planche et on a aussi un travail beaucoup plus libre. On reconnaît déjà un début de planche qui avait un début de crayonné avec le personnage de Sibylline et de Flouzemaker. Et puis petit à petit, cette planche s'est laissée envahir par un autre projet, un projet de famille humaine, encore un projet avec des humains que Machereau va abandonner. La famille Bataclan, on a très peu d'informations sur ce projet qui va être laissé dans les cartons, mais on sait que à la fin des années 60, Machereau n'est pas certain de faire de Sibylline sa série principale. Il cherche plein de possibilités, plein d'autres voies, et finalement, au début des années 70, après sa dépression, il va vraiment faire de Sibylline sa création phare. Un autre inédit qui est très intéressant, c'est ces inédits de la planche 9A de Sibylline et les abeilles, puisque nous avons ici deux versions de la demi-planche 9A, avec Flouzemaker qui vient proposer une pipe au rat d'Anathème. Et ces deux planches sont différentes de la version album. Donc ça montre bien à quel point Machereau pouvait être perfectionniste, refaisant jusqu'à parfois plusieurs fois la même demi-planche, et la faisant partir dans des directions narratives complètement différentes à chaque fois. Donc ça montre bien le côté très à la petite semaine du processus de Machereau. Il travaillait en fonction des envies, il testait des choses, et si ça marchait pas, hop, on foutait les demi-planches à la poubelle et on recommençait un peu où on allait. Bon, et puis peut-être on peut dire un mot aussi de la très belle planche de Sibylline des Ménages. C'est la dernière période de Raymond Machereau. Il dit lui-même qu'il dessine beaucoup plus vite à ce moment-là. Et donc il y a tout un travail de crayonné pour essayer de faire émerger les personnages. C'est une très belle, très beau crayonné, une scène de neige avec Sostène, qui est le dernier grand méchant que Machereau conçoit pour Sibylline. Et on parle souvent dans les pages de la qualité de dessin de Machereau dans la deuxième partie ou la dernière partie de sa carrière. Je crois qu'on partage le même sentiment par rapport à ça, mais c'est une période qui reste très riche et très dynamique dans son dessin, et pour peu qu'on se laisse séduire par le récit fantastique de Machereau, c'est des histoires qui sont assez merveilleuses, je trouve. Oui, je trouve aussi, il y a un vrai schisme dans la communauté machereautienne sur cette dernière période. Bon, déjà, moi, avant toute chose, je vous encourage à la lire, à la relire, parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on l'a pas lu en entier, on l'a pas lu dans des bonnes conditions, donc souvent, on est passé à côté de l'intérêt de la période fantastique. Déjà, narrativement, c'est assez fantastique, parce que c'est une seule histoire, connectée en plein de petits épisodes. On est obligé d'être hyper assidu, on est même obligé de rattraper les petites histoires d'anniversaire de 3 planches, etc. Sinon, on peut louper des personnages importants. Donc déjà, ça nécessite, c'est une sorte d'univers connecté hyper impressionnant. Un multivers avant l'heure. Ouais, complètement. Et puis dans certaines histoires, on suit Flouzemaker, dans d'autres on suit Sibylline, dans d'autres on suit le journaliste Patakès, dans d'autres on suit Trougnou. Donc vraiment, c'est hyper éclaté. Un multivers, un univers connecté. Et puis graphiquement, c'est un moment où Machereau se dit allez, j'essaye des choses d'un point de vue graphique, j'essaye de me rapprocher du genre du conte, du côté un peu conte de Grimm. C'est pour ça qu'on appelle la période fantastique, c'est pas un jugement de valeur, c'est parce qu'elle tend beaucoup plus du côté du fantastique, avec des fantômes, des vampires, des revenants, etc. Beaucoup de légendes folkloriques locales. Et donc vraiment, je vous invite à relire cette période fantastique. Tu sais quoi, c'est la transition toute trouvée pour aller peut-être parler de quelques planches de la période fantastique. Où es-tu, ma souris, mon amour, ma jolie, mon trésor, mon bel ange gris? Bon, ne faites pas comme nous, cette cascade est réalisée par des professionnels. Nous allons prendre la section Sibylline à l'envers. On va commencer par la période fantastique et on reviendra ensuite au début. L'an 1 de la période fantastique, c'est Elixir le Maléfique. C'est une sorte de reboot presque, c'est-à-dire qu'il reprend
Juste, ils se concentrent sur Sibylline et Taboum, ils partent ailleurs, donc ils arrivent dans un nouvel endroit, et ils vont découvrir un nouveau méchant qui est Elixir. Et rien que dans le début de l'histoire, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en train de changer par rapport à la grammaire mashrovienne. Il y a beaucoup plus de scènes d'intimité, de couple entre Sibylline et Taboum. Il y a cette séquence de nuit qui est répétée avec exactement le même décor à chaque fois. Donc on sent qu'il veut aller vers quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus sensible, beaucoup plus proche de... Plus personnel peut-être aussi. Ouais, tout à fait, très personnel. Il veut essayer de retrouver des atmosphères, comme il a travaillé avec un scénariste juste avant qu'on va aller voir. Il veut retrouver des atmosphères précises, des atmosphères de nuit, des atmosphères de neige. Et moi je suis particulièrement content. Je blaguais tout à l'heure avec toi, mais c'est vrai, j'avais dit que si j'avais pas une planche de Sibylline sous la neige, je ne faisais pas l'exposition. Donc je suis content, j'en ai 3, donc voilà, 3 belles. Ça c'est Sibylline et la puce fatale. C'est un épisode où le petit cirque est réintroduit. C'est le côté un peu schizophrénique de la première partie de la période fantastique. C'est que Machereau a l'air de repartir sur des rails vers autre chose, de faire un peu le tri dans son univers pour recommencer quelque chose d'assez nouveau. Et en même temps, il y a Dupuis qui lui dit on a des albums à vendre, on vient de rééditer Sibylline et la Bettera, on vient de rééditer tous tes albums, donc ce serait bien de faire des renvois à tes anciens albums. Donc on a des personnages qui reviennent, qui sont parfois complètement métamorphosés et qui sont là un peu pour le clin d'œil. Je pense que c'est un peu le cas du petit cirque dans le début de cette période fantastique. Alors la neige. Ah bah la neige, et puis la neige et les méchants avec des longs couteaux. Bon bah ça c'est peut-être les dernières planches qu'on a récupérées pour l'exposition. J'aime bien raconter cette anecdote parce que moi le violon de Zagabor, vraiment je pense que c'est une de mes histoires préférées de Machereau. Dans la période fantastique, je trouve qu'il est rarement allé aussi loin dans la cruauté. On a du coup ce personnage de croque-monsieur qui arrive sur la lande, et puis bon bah voilà, c'est clair, hein, il veut bouffer tout le monde, donc c'est assez frontal. Je trouve que c'est la première fois qu'on a vraiment, par exemple dans cette planche, c'est une des premières fois qu'on a du sang chez Machereau. C'est extrêmement rare, même dans le Spirou de 1982. Et puis bon bah voilà, je voulais à tout prix avoir des visuels pour cet album, et jusqu'à très tard je n'avais pas de planche pour le violon de Zagabor. Ce qui montre aussi un problème par rapport à la dernière période de Machereau, c'est qu'elle est moins collectionnée, donc elle est aussi plus dure à trouver, et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins collectionnée, donc moins défendue, donc moins comprise, et ainsi de suite. Et même ceux qui en ont, on n'en parle pas forcément. Oui, c'est ça, mais il y en a plein qui me disent « Oh, bah, j'ai ça aussi ». Je dis « Bah oui, mais ça m'intéresse aussi, la période fantastique ». Oh, une petite planche de... Et puis, donc, bon, voilà. Donc moi, j'aurais bien voulu remettre en valeur plusieurs récits de la période fantastique que moi j'affectionne particulièrement. Le vase enchanté, j'aime bien Tannhäuser. Alors Tannhäuser, on a plein de planches de Tannhäuser, donc c'est cool. J'aime bien Sibylline des Ménages, j'aime bien Sibylline et Smiling Émile, qui est sur l'amour, Sibylline Taboum, donc je trouve que cette histoire est vraiment hyper émouvante. Donc, encore une fois très personnel, Smiling Émile c'est sûrement ouais, on touche l'aventure où on voit le plus Raymond et Josette derrière leur personnage. Raymond à cœur ouvert, vraiment je trouve. Ouais. Et puis tiens, celle-ci elle est assez Raymond à cœur ouvert aussi, la fin de Sibylline et Tannhäuser. Donc Tannhäuser c'est une sorte de revenant qui vient hanter la lande de Guttapercha. En fait, on le croit méchant au début, mais généralement les plus affreux chez Machereau ne sont pas les plus méchants. Et on a donc ce personnage du revenant qui se fait oxyre à la fin de l'histoire. Et on a là une vision assez frontale de la mort chez Machereau, comment Machereau représente la mort. Alors souvent c'est hors champ parce que on reste dans un magazine pour la jeunesse. Et ici, on a alors la magie le permet peut-être, mais on a une sorte de destruction magique du personnage, un personnage qui est réduit en poussière. C'est assez violent, je trouve, et c'est quelque chose que Machereau parlait souvent. Il parlait de la mort comme une sorte de mutation, comme il se voyait réduit en poussière, comme dans la Genèse, quoi. Tu es fait de terre et tu retomberas en terre. Et puis ensuite, le cycle de la nature continue. Une mythe sort du tas de cendres, elle est bouffée par un crapaud qui explose, etc. Donc on sent qu'il y a tout un cycle de la vie un peu qui échappe un peu à la conscience humaine que Machereau essaye de transfigurer en bande dessinée. Et c'est assez émouvant parce qu'en fait c'est des planches où il n'y a pas de personnage, on suit juste la mort d'un personnage.
Bon, alors on revient encore un petit peu en arrière dans Sibylline. La période de la dépression, alors il a fallu faire un petit peu des choix. Moi, je ne savais pas si j'allais vraiment évoquer frontalement la dépression chez Machereau. On a voulu la faire figurer avec un angle, et comme s'il y avait une cassure à ce moment-là chez Machereau. C'est vrai que c'est une période de remise en cause, c'est presque une décennie pas de vide, mais de remise en question sur plein de choses. Donc au début, il essaye de poursuivre tout seul. Il y a Sibylline et le petit cirque et Sibylline et la baguette rose qu'il entreprend tout seul. Mais il met beaucoup plus de temps à dessiner qu'avant. On sent qu'il a un peu perdu dans son trait. Il faut savoir qu'il prenait des médicaments, donc ça le shootait, quoi. Il avait vraiment du mal à inventer des histoires. Et donc Thierry Martens, qui est donc le rédacteur en chef de Spirou, va lui mettre dans les pattes un certain Paul de Liège, le papa des Crostons, de Bobo, avec Maurice Rosy. Et donc Paul de Liège, c'était un peu la bonne idée, quoi, parce que Paul de Liège, il est allé sonner chez Machereau en 57. C'est lui qui a dit je veux me lancer dans la BD, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Et donc c'est un fan absolu de Machereau. Et donc il va essayer dans ces 4 histoires, il va faire plein de récits courts, mais il va faire principalement Sibylline et les pirates, Gudus évade, Sibylline s'envole et Sibylline et les cravates noires. Ce sont toutes des histoires connectées. Il va essayer de redonner suffisamment de matière pour que Machereau reprenne un peu la forme. Ça va marcher qu'à moitié, parce que moi je trouve les scénarios de Liège vraiment réussis, mais j'ai l'impression que Machereau a un peu du mal à accrocher un peu à cette nouvelle mouture de Sibylline. Il a d'ailleurs eu du mal à publier les albums, il ne voulait pas que Sibylline et les pirates soient publiés en album. Sibylline s'envole, il a réussi à le publier, mais il a bien mis dessus c'est de Liège. Quand on lui en parlait en interview, il disait pas moi c'est de Liège. Donc, voilà. Pourtant je pense que c'est une histoire qui a ses qualités graphiques. Mais même Sibylline et les pirates, c'est une histoire où il pleut tout le temps, donc rien que ça c'était un challenge pour Machereau. Ça n'empêche pas les planches d'avoir toujours cette qualité extraordinaire et des cases qui sont des vrais trésors. Oui. Surtout les cravates noires, il y a toute cette dernière partie qui se passe dans un cimetière. Et puis les cravates noires, on est en 76, à la fin de l'histoire, il a commencé presque à reprendre un peu du poil de la bête. Donc là, on retrouve un Machereau quasiment en forme. Bon, on va voir un petit peu les débuts de Sibylline. On va essayer de recommencer par les plus vieilles photos de l'album Famille. Voilà Sibylline qui émerge au cœur d'une multitude de personnages. Tiens, il y a déjà un personnage qui s'appelle Elixir, c'est marrant. Donc il imagine cette petite souris avec ce carré qui va devenir donc ce nouveau personnage. Il s'appelle encore Mirabelle à ce moment-là, mais c'est changé de nom après. C'est vrai, il y a tout un... Mais je pense que Sibylline lui convient bien parce que c'est sibyllin, c'est mystérieux, donc c'est un peu, on ne sait jamais trop dans quelle direction elle va partir. Je trouve que on parle beaucoup de Clifton, d'Anthracite. Moi je trouve que Sibylline est un personnage relativement bien campé et c'est une des premières héroïnes aussi, on oublie un peu de le dire. De fait, que ce soit un animal, c'était tout à fait possible d'avoir une héroïne dans Spirou. Et je pense que oui, on ne va pas s'avancer à dire que c'était une œuvre féministe avant l'heure, mais il y a quelque chose de ça, d'avoir au moins ce personnage féminin qui tient la vedette et qui la plupart du temps va sauver son mari, plutôt que l'inverse. C'est souvent Taboum qui se fait mettre dans des ennuis. Puis alors, en quelques cases, là, on a un condensé de la personnalité de Sibylline. C'est pour ça que j'ai choisi cette planche pour Sibylline ici. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est vraiment très drôle. Globalement, moi j'ai choisi des planches qui me faisaient rire. C'est le cas aussi de la planche de Sibylline et la betterave. On avait pas mal de planches de Sibylline et la betterave qui nous ont été proposées pour l'exposition, mais alors celle-ci, où Sibylline se paye le freux en faisant croire qu'elle comprend pas du tout ce qu'il lui demande, je trouve ça vraiment très amusant. Effectivement, la demi-planche était une chute extraordinairement drôle. Oui. Et on sent le personnage complètement assommé par la moquerie de Sibylline. Donc, comme d'habitude, chez Machereau, ce sont les faibles qui arrivent à avoir les forts par divers procédés. Bon, là, ils sont quand même relativement forts. Ils arrivent quand même en bande au Bosquet Joyeux. Tu nous disais pour Cloro qu'il avait surprésenté des batailles avec peu de personnages. Là, cette fois, dans Sibylline oui, là, il y a du monde. Mais même, regarde, là, sur cette planche de Sibylline contre-attaque,
la linéarité, l'horizontalité de cette case qui est petit à petit dévorée par les rats qui viennent la dévorer. Je pense que oui, dans Sibylline, il a beaucoup plus traité les rats comme une masse. Je pense qu'il y a tout un aspect sur le conformisme peut-être aussi. On retrouve ça avec les Freux aussi. C'est tous des individus idiots, tous noirs, appartenant à un groupe. Donc je pense qu'il y a quand même un aspect là-dessus. Bon, ce que j'aime bien avec cette planche de Sibylline en danger, c'est que on a dans la même planche l'épée de Damoclès et le bosquet joyeux dans ce qu'il a de plus quotidien et de plus festif. Et la rigueur des rats et la légèreté du bosquet. Et on sait très bien que l'un va tomber sur l'autre. On a une énorme case au-dessus de petites cases de la vie quotidienne. Donc la menace est là pour le lecteur qui parcourt cette planche. Il sait très bien que ça va arriver. Il y a beaucoup d'effets de suspense chez Machereau aussi. C'est le cas aussi dans cette planche, par exemple, qui reprend un épisode de la guerre de Troie avec le cheval transformé en manège cette fois-ci. On n'est plus dans un cheval de guerrier. Et on a des rats qui sont cachés dans le cheval. Donc nous on le sait, nos personnages ne le savent pas encore, donc il y a beaucoup d'effets de suspense, on est souvent du côté des méchants chez Machereau, donc on se devine un petit peu ce qui va se passer. Bon, puis peut-être un mot sur Flouzemaker, parce que là il est quand même relativement le héros de cette planche, il arrive à tirer le maximum de profit. C'est une vraie bonne idée ce personnage, c'est une volonté de faire un oiseau commerçant. Il est gentil, mais il y a toujours un bon moment pour faire une affaire. Chaque situation est propice à faire un petit peu plus de sous. Et il y a beaucoup de gags géniaux qui sont gérés avec ce personnage. Oui, je suis d'accord. C'est une réminiscence de Caquet, mais beaucoup plus aboutie, beaucoup plus drôle et beaucoup plus riche que... Oui. Là où je trouve que Caquet est très... justement, il est bavard, mais il s'arrête un peu là. Là, Flouzemaker est beaucoup plus amusant, avec beaucoup plus de variations, et au point que souvent on va suivre Flouzemaker dans les histoires. Souvent on délaisse un petit peu Sibylline et pendant plusieurs planches on voit ce qui se passe avec Flouzemaker. Alors Antoine, parmi les trésors de l'exposition, il y a des choses qu'on ne voit pas souvent. Ah ça, c'est le cas de le dire. On ne voit pas souvent parce que c'est souvent pas très bien connu et pas très bien apprécié par les fans de Raymond Machereau. C'est son travail de la peinture. C'était un travail qu'il faisait, contrairement à la bande dessinée, en amateur du dimanche. Alors lui, il le faisait de façon très professionnelle, mais c'était quelque chose qu'il faisait pour lui. On lui commandait pas des tableaux, il les réalisait pour lui. C'était quelque chose de l'ordre de l'intime, du personnel. Il représente des situations très diverses, il représente beaucoup ses lieux de vie. Ici, on a sa ferme à Ceurister. Ici, on a des paysages qui rappellent un petit peu la campagne verviétoise, les alentours de Polleur. Donc, il y a tout un travail de restituer des images qu'il a en tête. Et puis, il y a tout un travail de la couleur qu'il n'a pas tellement l'habitude d'utiliser lui-même dans ses histoires. Ça, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, l'idée c'était aussi de mettre un peu en avant son travail sur la peinture. C'est beaucoup lui qui est cité dans cette section, c'est-à-dire qu'on a largement mis des citations pour que ce soit lui qui nous parle un petit peu de son rapport vis-à-vis de cette pratique. Parce que si Machereau aimait pas parler bande dessinée, pas tellement, la peinture, pour le coup, alors ça... Ah bah alors, regardez les textes, quoi. On a des choses à dire quoi, sur la peinture. Enfin, il a des choses à dire sur la peinture. Bon, il y a quand même quelques points de contact. Avec la bande dessinée, il y a notamment les albums Carrousel il va réaliser en couleur directe 2 albums Carrousel, Le gâteau de Sibylline et Colin le menuisier. Donc là, on a une très belle reproduction du gâteau de Sibylline. On peut peut-être aller le voir, ils sont juste là. 2 belles merveilles, les 2 albums du Carrousel qu'on aimerait bien voir réédités pour notre part, qui sont des incursions dans le domaine de la peinture, de la mise en couleur directe par Raymond Machereau. On peut aussi parler du calendrier scout qui est là, qui est aussi un travail de mise en couleur directe. Bon, puisqu'on est ici, on peut peut-être dire 2 mots sur les vitrines. L'idée c'était de réunir des objets très divers, du para-BD, des albums un peu rares, des petites trouvailles. On a prévu plein de petites surprises dans cette section. On retrouve la célèbre voiture que tu aimes tant. La Choco.
Elle est vraiment très sympa et on a en dessous sa plaque émaillée authentifiée par Raymond Machereau. Alors c'est la version pour les collectionneurs, c'est la version avec le bord noir. Il n'en existe que 13 exemplaires, donc c'est pas la version connue classique. Nous on a une version très rare. Et en dessous, très amusant, je vous invite, si vous arrivez à les trouver, à consulter les versions de poche de Chlorophylle et de Chaminou, puisqu'il s'agit de véritables remontages, pour ne pas dire charcutage, de ces albums. Et c'est vraiment hyper intéressant de découvrir comment l'album a été éclaté dans un format de poche. Ici, on a un document exceptionnel qui est présenté sur une très très grande télé. On est très fiers d'avoir un morceau de film de Raymond Machereau, puisque il y a très peu de films, de documents audiovisuels qui ont été faits de Raymond Machereau, parce que Raymond Machereau était très, très à l'écart, il se tenait très à l'écart des plateaux télé, il n'était pas du tout à l'aise devant une caméra. Donc ce film, c'est un film Super 8 amateur et qui nous montre Machereau dans son atelier, dans l'intimité de son atelier, travaillant à Polleur, comparé avec la table à dessin qu'on va essayer de reconstituer. Je remercie vivement le collectionneur qui nous a prêté ce Super 8 pour l'exposition, qui l'a fait numériser en 4K pour l'exposition, donc on l'a jamais vu dans une telle qualité. Et ça rend vraiment super. 1980, oui, c'est ça, le 7 août, il y avait marqué sur la bobine. Donc voilà. On va passer à la mise en couleur peut-être maintenant. Bon, alors avant de commencer sur la partie de la mise en couleur, un petit peu de lexique autour de ce qu'est un bleu. Un bleu en bande dessinée, c'est ce document-ci sur lequel le coloriste vient apposer à la gouache les couleurs sur une planche imprimée en format A4. Et dessus est appliqué un film noir et blanc, une sorte de feuille transparente sur laquelle on vient apposer et on peut avoir ainsi ce qui peut être publié directement dans le journal. Donc voici ce qui permet l'impression dans le journal Tintin, dans le journal Spirou ou en album. Et donc voici les couleurs, enfin les originaux pour la couleur de Raymond Machereau. Mais la question c'est, est-ce que Raymond Machereau mettait lui-même en couleur ses propres histoires? Réponse est non. Non, mais... bon, alors, un petit peu, on va les prendre dans l'ordre. Au moment de réaliser Chlorophylle contre les rats noirs, Machereau hésite sur l'usage d'un coloriste. Et en fait, il y a cette personne qui s'appelle Guy Dessy, qui est le coloriste attitré du journal Tintin en 1950, qui en fait réalise les couleurs pour toutes les publications du journal Tintin. Et donc Machereau ne déroge pas à la règle. Il doit envoyer à Guy Dessy des indications de couleurs et Guy Dessy réalisera lui-même les couleurs des premiers chlorophylles. Donc voici un document exceptionnel qui attire l'œil de toutes les personnes qui ont déjà visité l'exposition. C'est des indications de couleurs de Raymond Machereau pour la mise en couleur de Chlorophylle contre les rats noirs. Donc on voit bien, il reprend des scénettes de l'album, des crayonnés qu'il a abandonnés, etc. Et il les annote. Voilà, Chloro, il a le nez blanc, le ventre blanc, les quatre pattes brunes. Et puis on voit que déjà il y a cette attention à la tache jaune qui se trouve sur le front de Chlorophylle. Donc Machereau est vraiment hyper rigoureux sur sa mise en couleur. Et d'ailleurs on a beaucoup de documents pour la mise en couleur de Chlorophylle contre les rats noirs. Tous ces petits dessins étaient également envoyés à Guy Dessy pour qu'il réalise la mise en couleur. Mais Guy Dessy ne fait que les 2 premiers chlorophylles, puisque il va être nommé en 1955 à l'agence Publiard. Il devient le directeur de l'agence Publiard et donc il n'a plus le temps de s'occuper des coloriages pour le journal. Et à ce moment-là, Machereau récupère lui-même le contrôle sur la couleur et il va confier cette tâche à quelqu'un de confiance, puisque c'est Josette Machereau qui va réaliser la grande majorité des couleurs de la période journal Tintin. On a voulu exposer un peu le travail de Josette, on a présenté 2 bleus, parce que je pense que ce qui a fait aussi le succès de Chlorophylle par exemple, c'est les couleurs de Josette, c'est ces couleurs chatoyantes, ces couleurs vives, qui apportent beaucoup de lisibilité dans le dessin de Machereau. Ce travail des ambiances colorées, des différents temps, là on a un temps de tempête, avec cette eau qui est presque verte, indigo, quoi. Enfin, c'est vraiment très très vif. Ce travail là
de la couleur rouge qui vient surligner certains aspects du texte. Donc vraiment la couleur fait partie de la composante qui vient ajouter des éléments sur le travail de Machereau. Malheureusement, quand il arrive au journal de Spirou, de nouveau on lui dit que ce n'est plus à lui de se charger de la réalisation des couleurs. Donc il continue avec Josette à réaliser Chaminou et le Compire, mais à la fin de Chaminou, c'est le studio de Vittorio Leonardo qui récupère le bousin. Donc on a à ce moment-là des calques. Machereau accompagne certains de ses originaux de calques pour donner des indications à Vittorio Leonardo. Vittorio Leonardo qui souvent est très débordé et ne va pas toujours respecter les indications de Raymond Machereau. Donc petit à petit, au début c'est un peu compliqué pour les deux hommes de se mettre d'accord, mais avec la période fantastique, Machereau va un petit peu arrêter de lui envoyer des indications de couleur, il va surtout lui donner des ordres par rapport aux ambiances. Il va lui dire de telle histoire, je voudrais des ambiances colorées, un peu comme ci, comme ça, et petit à petit il va y avoir une vraie confiance, une vraie osmose entre les deux hommes qui va se forger. Et en fait, Machereau va être tellement satisfait du travail de Vittorio Leonardo sur les derniers Sibyllines qu'il va le créditer à partir de la Dame en Noir. Donc c'est toute la dernière décennie. Vittorio Leonardo est systématiquement crédité à la fin des histoires de Sibylline. Peut-être qu'on peut attirer l'attention sur d'autres pièces sur la couleur. Machereau utilise la couleur dans des dédicaces. On a ici de très très beaux exemples. Et souvent Machereau, même si c'est pas lui qui réalise les couleurs, il réalise la couleur sur certains documents de recherche. Là on a un document de recherche pour Razmot, qui est le chien de Pat Salami pour Célimène, juste ici, que je trouve vraiment très réussi, où il essaie un peu comme ça de camper le personnage. Alors ça peut être des recherches sur les personnages, ça peut être aussi également des recherches d'ambiance, avec ce très très beau belle scénette de Chloro à la rescousse quand il est dans le sous-marin. Je trouve qu'il y a un travail d'ambiance qui est vraiment très réussi et qui donne vraiment le ton de la mise en couleur de cette séquence. Bon, deuxième vitrine, celle-ci est plutôt concentrée sur son travail en tant que dessinateur de journaux, puisqu'on a tout son travail sur les mascottes. On a le personnage de Pipelette, on a le personnage du Père Mathieu, et également sur les éditions étrangères de ces albums, puisqu'on a réuni via plusieurs collectionneurs de très très belles versions des éditions étrangères de Machereau. Il faut savoir que Machereau a été traduit dans presque 20 langues, donc en fait il a de solides communautés de fans un petit peu partout dans le monde, largement traduit dans le journal yougoslave Kek. On a aussi pas mal de traductions en italien, en allemand. Machereau a été énormément traduit en néerlandais aussi, donc beaucoup d'éditions néerlandaises. Très peu d'éditions en anglais par contre. Il faut savoir que ce n'est que très récemment que les éditeurs ont tenté de traduire Machereau pour les États-Unis, avec notamment Sibylline qui devient Sibylle Anne. Voilà, on a l'album ici, Sibylle Anne vs Atticus. Je crois que Clifton aussi a fait l'objet de traduction récemment, au moment de traduire toute la série, notamment les épisodes de Turk et de Groot, mais sans réel succès. Étonnamment, si l'Amérique a beaucoup inspiré Machereau, j'ai pas l'impression que Machereau a beaucoup influencé l'Amérique. Une planche qui détonne un petit peu parmi celle de Machereau, puisqu'il s'agit d'une planche de Will réalisée pour le premier Isabelle. On parlait tout à l'heure de Clifton et les esprits, cette histoire qui a été recyclée pour Isabelle. Machereau fait partie des grands magiciens qui ont lancé la potion Isabelle, avec notamment le scénario de Isabelle et le tableau enchanté. Voilà. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement et j'aime beaucoup la patte que Machereau a apportée au début de la série Isabelle. Ensuite Franquin viendra reprendre avec Delporte la série. Mais voilà, on voulait aussi dire un mot sur le travail de scénariste de Machereau, puisqu'à la fin des années 60, il se retrouve au scénario de deux nouvelles séries du journal Spirou, donc Isabelle, mais également Mulligan avec Berk, puisque Berk l'a suivi de Tintin chez Spirou, et il cherche un nouveau personnage, et Machereau lui invente encore une fois un personnage qui ira aux États-Unis, si possible dans les années 30, parce que c'est quand même plus vintage, ça c'est un décor qui l'intéresse beaucoup plus. Et il invente le remorqueur Mulligan, voilà, pour lequel il réalisera 2 albums et une histoire courte. Et enfin, on arrive à la dernière partie de l'exposition, celle où on va faire une nouvelle entorse à la chronologie, mais pour de bonnes raisons.
J'ai voulu comparer par le choix de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planches, 40 ans de carrière et 40 façons différentes de travailler l'ancrage, travailler le travail des ombres. Il était le maître du noir et blanc. Il savait vraiment placer les blancs, les noirs. Donc voilà, l'idée c'est de revoir sous ce prisme l'œuvre de Machereau. Donc on commence de sa première histoire dans le journal Tintin, le véritable monde perdu. Alors, on voit ici qu'il est très influencé par la façon d'ancrer américaine. C'est quelqu'un qui lit énormément Milton Caniff. Voilà, il y a une façon d'ancrer avec l'utilisation d'une gouache blanche pour créer des zones de lumière, retoucher petit à petit le noir et blanc. Donc il y a une sorte de bataille constante entre le noir et le blanc. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis très ému moi j'aime pas tellement la période réaliste de Machereau, mais je trouve que par contre en termes d'ancrage, sa période réaliste est vraiment hyper intéressante à découvrir, notamment sur les documents originaux. Ici, le bosquet hanté. Alors le bosquet hanté joue beaucoup sur les mystères, c'est-à-dire qu'il y a la partie ensoleillée du bosquet, qu'on découvre la journée, rien n'a l'air suspect, et quand la nuit tombe, quand le noir arrive, les esprits commencent à sortir. Donc il y a un travail du noir et blanc dans le bosquet hanté qui est vraiment très intéressant. Je vous invite à relire en noir et blanc, avec notamment la version de Zlatna sur le groupe, le bosquet hanté. Il y a une façon de rendre l'obscurité, puis la journée, la nuit, le jour. Il y a un vrai travail du noir et blanc. Et là, nos héros sont un peu dans l'abîme, quoi. Ils sont un peu à deux doigts d'y passer. Donc l'idée, c'est de les plonger dans un noir presque abstrait. Et c'est particulièrement réussi. Il y a très peu de respiration dans cette planche. Là aussi, début des années 60, on parlait du redesign des personnages de Machereau. C'est aussi une façon de traiter les ombres qui est très très novatrice. Clifton et les espions, c'est une histoire d'espionnage, donc bien sûr il y a beaucoup de travail d'ombre sur qui est caché, qui joue son vrai rôle, etc. Et puis surtout la séquence de cauchemar qui ouvre Chloro joue et gagne, puisqu'on va y suivre une coque fredouille complètement métamorphosée, plongée dans une nuit sombre, terrifiante, où Anthracite a pris le pouvoir. Et comme Anthracite a pris le pouvoir, le noir aussi a pris le pouvoir. La couleur noire est partout, dans toutes les cases, et soit de façon directe, avec des aplats très forts, soit avec un léger quadrillage, une figure de trame, que Machereau va beaucoup reprendre durant toute sa carrière, qu'on peut voir un petit peu partout. J'aime beaucoup aussi ce dessin qui a servi pour un poster dans le journal Tintin au moment de la nouvelle publication, attention à ne pas tomber, de la nouvelle publication des croquillards. Cette falaise noire qui n'est pas sans rappeler son inspiration des estampes japonaises, avec une sorte d'équilibre du noir et blanc. Si on retire chlorophylle et anthracite, cette planche pourrait tout aussi bien marcher avec que des éléments géologiques, naturels. Donc voilà, puis avec les deux papillons, il y a tout un jeu de rimes, grosse tache noire, petite tache noire. Donc, quelque chose d'un enseignement qui tire beaucoup des estampes japonaises. Et puis j'ai quand même gardé 3 belles planches de la période fantastique pour parler du travail de l'ancrage, parce que Machereau va complètement dynamiser son trait habituel dans la période fantastique et va essayer de travailler des noirs et blancs d'une façon beaucoup plus vive et beaucoup plus nerveuse. C'est un peu tout le cœur de cette séquence de Bureaucrates le vampire. J'ai une affection toute particulière pour ces deux planches. C'est le grand retour de Machereau en fait. C'est le début de Bureaucrates le vampire, la planche 2 et la planche 3. On est l'été 79. Ça y est, il veut relancer Sibylline et il invente ce début très inspiré par le dessin américain, par Popeye, etc. Et il y a tout un travail du noir et blanc qui est vraiment assez saisissant. L'idée, c'est qu'on a ce vampire qui terrorise Flouzemaker. Donc Flouzemaker, il tremble, et donc le trait de Raymond Machereau va trembler. Les bulles de Flouzemaker vont trembler, les expressions, le chapeau, il est toujours un peu en train de trembler. L'obscurité, le vampire est un peu symbolisé par ce noir et par ces lettres noires qui viennent envahir comme ça l'espace de Flouzemaker. Donc il y a tout un travail sur le noir et blanc et comment l'un vient dévorer l'autre, qui tremble face à son arrivée. Et puis une dernière planche pour finir, et puis après on éteint la lumière pour laisser place à la nuit sur la lampe de Gutta Percha.
C'est la nuit la plus noire de l'année qui tombe sur Vita Perca. C'est une séquence de nuit magnifique dans Sibylline est à Nausère, où on suit des personnages comme ça dans un petit théâtre d'ombre. On rencontre Gustave, le mystérieux Gustave, et le mystère doit être préservé, donc Machereau va plonger dans l'ombre toute cette séquence et ce personnage qui va toujours rester sous forme de silhouette ombragée, on ne va jamais le voir totalement. Donc voilà, il y a tout un jeu de quêtes, de végétaux, etc. C'est presque un théâtre en ombre chinoise. Enfin voilà, c'est une planche que j'aime aussi énormément et qui résume bien l'utilisation du noir et blanc dans le travail de Raymond Machereau. Et enfin, ici nous avons un long tableau de remerciements, parce qu'on a beaucoup de personnes à remercier pour cette exposition. Beaucoup de collectionneurs qui ont participé, enfin chacun a essayé de participer un petit peu à sa façon à ce beau projet. Donc merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette visite virtuelle. J'espère que je n'aurai pas été trop long. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour toi, Fabien, de tenir cette caméra pendant je ne sais pas combien de temps on a de rush. Merci à toi en tout cas. Et puis rendez-vous bientôt sur la page ou ici à Verviers. Venez voir à Verviers cette belle exposition Machereau. Voilà. Et Antoine, merci aussi pour cette visite et merci pour toutes ces explications. Et je pense que nos amis n'auront que plus envie de découvrir tout le travail du maître Raymond Machereau. Oui, d'autant plus qu'on n'a fait que effleurer certaines choses. Hein. On n'est pas du tout rentré dans le détail. On pourrait encore parler pendant des heures et des heures. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup et puis à très vite sur la page. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Ça, c'est pour ton best-of, Antoine. Pour le souvenir, là c'est rangé par rapport aux jours précédents, parce que on avait des silhouettes partout les jours d'avant. Vous vous demandez ce que c'est de préparer une exposition. Puis chut, ça faut pas montrer, on n'a pas le droit de montrer. Tiens, filme ça, on n'a pas le droit de le montrer. Puisqu'on n'a pas le droit de le montrer, ne montrons pas. Ne montrons surtout pas. Ça ne fait pas partie de l'exposition. Non, certainement pas.